Salut Adrien. Je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, on va aborder un thème de la descente, donc plus en lien donc avec la course trail, course montagne. On précisera peut-être un petit peu plus après. Je te laisse d'abord te présenter. Donc, tu as effectivement les responsabilités là, de sélectionneur de l'équipe de France de trail depuis 2021, à la suite de Philippe Propage. Écoute, présente-toi un petit peu plus. Salut Flo et bonjour à tous. Du coup, Adrien Séguré. Moi, je suis préparateur physique et entraîneur dans la vie de tous les jours. Moi, j'ai mon groupe d'athlètes. Je suis aussi également entraîneur de l'ANSI Athlétisme. Comme tu l'as dit, voilà, depuis 3 ans aussi, je suis coach de l'équipe de France de trail au sein de la FFA et formateur des entraîneurs route et trail en fait pour la Fédération française d'athlétisme. Donc voilà un petit peu ce qui mène un petit peu ma vie tous les jours où j'arrive à pas du tout m'ennuyer et bosser 7 jours sur 7 avec tous mes athlètes. Ouais, une vie bien remplie. Ouais. Ok. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va parler de dénivelé négatif. Alors, peut-être préciser un petit peu, parce que des fois, on a la notion de trail forcément avec dénivelé. Donc, repréciser que le trail, c'est quand même de la course sur chemin, course nature, Voilà. et qu'il n'y a pas forcément de dénivelé. Mais là, aujourd'hui, on a décidé ensemble de parler un peu plus du dénivelé négatif. Alors, c'est intéressant parce qu'on entend quand même plutôt parler du dénivelé positif. Souvent, on regarde le profil d'une course et on va regarder la distance, le dénivelé cumulé. Mais on a aussi des courses finalement qui proposent des formats effectivement avec des dénivelés positifs comme par exemple les kilomètres verticaux. On a même des fois en début de saison des challenges où on va chercher à enchaîner le plus possible de montées, puis on va redescendre par des moyens mécaniques, télésièges, téléphériques. Donc c'est de savoir, il y a le dénivelé positif effectivement, mais il y a aussi ce dénivelé négatif. Donc j'aimerais bien avoir ton avis alors, sur deux aspects. On va d'abord voir l'aspect performance que tu affectionnes, je pense, pas mal, mais on verra aussi l'aspect plutôt soin thérapeutique, c'est sur la prévention et le risque de blessure en lien avec la pratique du dénivelé, entre autres sur le dénivelé négatif. Donc je vais te laisser déjà nous dire un petit peu, toi, l'importance que tu vois sur effectivement ce travail de dénivelé négatif. Est-ce que pour toi c'est quelque chose qui est important, qui est même peut-être déterminant à intégrer dans un entraînement chez un trailer qui veut faire de la course montagne? Ouais, quelconque soit la distance en trail, je vais l'intégrer énormément dans l'entraînement, autant que les côtes. Pour moi, rien ne sert de travailler le dénivelé positif si on n'est pas capable d'encaisser le dénivelé négatif. Parce que ça veut dire qu'en fait, on vient se détruire musculairement à la descente et on n'a absolument plus de ressources musculaires pour pouvoir justement être fort dans les côtes derrière. Donc, à quoi sert d'aller passer tout son temps à travailler sur des hautes intensités en fait en montée pour pouvoir progresser en montée si en fait on casse tout le travail avec la première descente. Donc ce qui est vraiment important pour moi c'est d'avoir un vrai travail de descente. Alors soit ça peut se travailler sur des enchaînements, c'est-à-dire vraiment d'avoir ce côté enchaînement descente-montée, montée-descente, et d'avoir cet enchaînement justement de contraction musculaire, de concentrique, excentrique, excentrique, concentrique, de pouvoir justement faire des enchaînements au sein des mêmes séances, des mêmes séries dans une séance. Ça, c'est très important. D'être capable de switcher complètement la foulée, d'être switché le côté justement la contraction musculaire, et également de le travailler même sur des descentes très longues. Et plus on va aller sur la longue distance, et plus on va devoir travailler la résistance excentrique, ce qui va être très 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 important. On voit beaucoup de courses, alors des fois on dit les courses peuvent se gagner ou se perdre en descente. Oui, et je vais surtout rajouter, pas que dans la dernière descente. C'est pas le fait d'être bon, de descendre plus vite que l'autre dans la dernière descente, c'est surtout le fait d'être capable de pouvoir gérer en fait toutes les descentes en étant le plus fluide possible, avec le moins entre guillemets de casse musculaire possible, pour pouvoir être le plus performant sur toutes les parties, que ce soit de plat, en pliométrie, de montée, en concentrique, et d'avoir justement une intégrité musculaire en fait qui permette de pouvoir être bon sur toute la course
sans qu'on puisse vraiment se casser en descente. Ouais, c'est vraiment intéressant parce que peut-être que les coureurs, effectivement, on a cette impression que la difficulté réside dans simplement arriver en haut, d'arriver à monter, parce qu'on a vraiment cette sensation d'effort, le fait de soulever son poids. On dit on va peut-être pas y arriver en haut. Par contre, une fois que je suis en haut, c'est bon, j'ai plus qu'à me laisser descendre. Et effectivement, peut-être que quand on monte là, on tape dans le cardio. Mais à la descente, effectivement, on sait qu'au niveau physiologique, on va peut-être moins taper dans le cardio, mais comme tu dis, c'est plutôt au niveau de l'aspect musculaire qu'on va charger. Et peut-être qu'on ne s'en aperçoit pas tout de suite, mais je pense que tous les coureurs ont tous vécu ça. C'est plutôt ce qu'on va ressentir le lendemain, voire les 24 heures après, avec les fameuses courbatures. Alors, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu l'aspect justement de la contrainte excentrique? Parce que je me rappelle d'un coureur qui me disait, moi, je monte en courant et puis je redescends en parapente parce qu'il était blessé. En fait, il avait un syndrome fémoro-patellaire et il avait mal en descente. Donc, il avait pris cette stratégie de descendre en parapente. Et le jour où il s'est réintégré du dénivelé négatif, il a eu des méga courbatures. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ce phénomène? Là, le jour justement où il est blessé, il arrive à s'entraîner en montée, donc c'est très bien. Il entraîne le côté physio, donc c'est très bien. Maintenant, en descente, forcément, l'excentrique, on lutte contre l'étirement musculaire. Donc, on va avoir justement, avec l'inertie vraiment de la descente, on va justement, par exemple, si on prend au niveau du quadriceps, si on ne contractait pas, forcément, de suite, on s'écraserait. En fait. Donc, du coup, on vient lutter contre cet étirement musculaire. Et donc, du coup, cette force, on vient mettre en fait une force qui est complètement contraire à la force qui est antagoniste à la force qui est faite par l'inertie de la descente. Donc, c'est cet endroit où, justement, le muscle va vouloir s'étirer et nous, on force pour pouvoir le raccourcir. Donc, c'est vraiment, en fait, sur cet endroit-là où on va créer, en fait, des micro-traumatismes. Et donc, du coup, c'est vraiment le travail excentrique qui va laisser des traces parce qu'on vient créer des micro-traumatismes que l'on n'a pas en concentrique. Où là, on n'a pas de choc et on vient chercher que le raccourcissement musculaire. Donc, on a cet effet, justement, de descente qui vient faire des petites lésions au niveau musculaire qui, le lendemain, quand on se lève, ça fait mal. On marche un petit peu plus comme John Wayne le matin, ou alors on arrive, s'il y a une côte derrière, moins à repartir parce qu'on n'a plus l'intégrité musculaire pour pouvoir être efficace en montée. Et c'est vrai que même au niveau performance, moi j'ai un exemple sur l'an dernier, sur les mondiaux à Innsbruck, on avait 85 km à peu près de course, avec des gros ratios de dénivelé. Et le champion du monde s'appelle Benjamin Roubiol, petit jeune, 23 ans. Et Benjamin, en stage, il n'a jamais été premier dans les côtes. Pourtant, ce jour-là, il est champion du monde. Et dans les côtes, il est devant les autres. Pourquoi? Parce que Benjamin, il a travaillé les descentes. C'est quelqu'un qui adore les descentes. Et où il a travaillé cette rapidité et cette fluidité en descente. C'est pas le gars qui va être le plus impressionnant. Il fait pas des petits sauts partout, c'est pas l'Instagrammeur qui va faire des sauts partout et qui va vouloir être impressionnant. Non, il est efficace. Il descend très vite, de manière très fluide, avec très 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 peu de contraintes justement musculaires en descente. Et en plus, vu qu'il est très fluide, au niveau physio, il redescend très très vite. Et donc du coup, il est en repos. L'avantage, c'est que quand on repart dans les côtes, quand on fait un travail de côte, c'est pas le premier. Pourtant, là, c'est lui qui remontait tout le monde dans toutes les côtes. Pourquoi? Parce que lui, il était en repos avant, alors qu'il descendait plus vite que les autres. Donc c'était vachement intéressant en fait à analyser et se dire, mais il était champion du monde grâce aux descentes. Et ça, c'est vachement important. Donc, on voit que l'importance du travail de descente est déterminante. Alors là, je vois deux aspects là-dedans. Tu parles de fluidité, donc il y a la technique. Pour avoir peut-être une contrainte musculaire moins importante si effectivement on est plus technique. On va peut-être l'aborder juste après. Mais alors, comment tu le travailles pour que justement tes athlètes physiquement soient capables d'encaisser justement ces contraintes excentriques? Alors, bien sûr en courant en descente, mais est-ce que tu as un travail spécifique avec du renforcement musculaire en parallèle des entraînements sur terrain? Moi, je vais le travailler de deux manières avec les athlètes, et c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. On va le travailler, sur le terrain. Comme tu le dis, sur le terrain, ça va être de la descente de manière progressive, bien sûr. Je ne vais pas demander à un athlète de dire aujourd'hui, tu vas m'envoyer 10 000 de négatifs. Demain, il est chez le kiné. Après-demain, il est chez le kiné. Et après-demain, il est chez le kiné. Mais il ne s'entraînera pas. Là, le but du jeu, c'est pas ça. C'est être progressif. Mais par contre, au sein des sorties longues, lui dire
Au niveau physio, aujourd'hui, on est là pour travailler l'endurance fondamentale. Par contre, on ne va pas perdre notre temps. On va travailler l'endurance fondamentale sur le plat, en montée. Par contre, les descentes, fluides et vite. Donc, ça veut dire on vient chercher, on vient maximiser les trajectoires, on vient avoir justement un max de fluidité et un max de vitesse. Ce n'est pas du sprint, mais un max de vitesse en descente. Ça va permettre un meilleur relâchement au fur et à mesure, où il va gagner en fluidité. S'il relâche totalement, il y a moins de contraintes mécaniques, donc du coup, il y aura moins de contraintes excentriques. Et en plus, il va gagner en vitesse. Donc il va apprendre à ne pas se fatiguer et à gagner en vitesse. Et en plus, physiologiquement, il n'a pas tapé plus, parce qu'il a fait sa sortie d'endurance fondamentale. Au niveau cardio, on est pareil. Donc on a tout gagné sur cette sortie. On peut avoir également des séances où, vraiment très spécifiques, où je peux, tu évoquais en intro le fait d'avoir certains athlètes qui font du travail musculaire, concentrique, en faisant des montées, voire des kilomètres verticaux en montée et redescendre en télécabine. Nous, c'est l'inverse. On va monter en télécabine et on va redescendre vite. Et ça, plusieurs fois. Donc, on va avoir ce travail-là. Et également, on va avoir le travail en salle de musculation. Et quand je parle de renfort, mais je parle justement de salle de musculation. Et c'est là où je précise bien là-dessus. C'est pas un peu de renfort avec l'élastique à la maison. On vient travailler en salle de musculation et on n'hésite pas avec charge lourde. C'est de la charge additionnelle. Voilà. Et là, du coup, on travaille vraiment en excentrique également sur des charges lourdes là-dessus. Que ce soit des fois montée bipodale, redescente unipodale, des choses comme ça, ou alors tout simplement avec des gens pour pouvoir aussi assurer et de pouvoir vraiment charger à des fois plus de 1 RM en fait sur les charges. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on est sur un sport d'endurance où on avait l'impression qu'il fallait plutôt travailler la résistance. Bon, aujourd'hui, on a une littérature abondante, plusieurs revues systématiques qui viennent valider ce que tu dis, qu'effectivement, même un coureur endurant a un intérêt mais important sur sa performance de travailler sur du lourd. Sur la force. Vraiment de la RM et effectivement sur le travail de force. Très intéressant. Et justement, le fait de mettre de la charge additionnelle, j'entends certains qui vont même aller travailler sur le terrain en se chargeant avec ces fameux gilets lestés et tout. Est-ce que c'est une pratique que tu connais, tu pratiques? Je vais la pratiquer en montée, pas en descente. Pourquoi? Parce qu'en descente, là on va avoir vraiment un vrai risque de blessure aussi, où c'est vraiment en fait cette charge. En plus, si l'athlète veut conserver la même vitesse que quand il n'est pas chargé, on va avoir un vrai risque. Après, on peut l'utiliser différemment. Donc, moi, j'utilise beaucoup avec mes athlètes montée avec charge. Là, par exemple, j'ai mis des séances prépa UTMB pour ma femme, où elle va avoir une journée avec 2 ou 3 kV, gilet lesté 10 kg, elle fait 48 kg, donc déjà on est quand même sur un peu plus chargé. Elle vient monter et redescendre en télécabine. Le soir, petit footing à plat pour retrouver de la plio et de l'aisance. Le lendemain, on vient chercher, par contre, gros travail descente, et là dans ce cas-là, on ne charge pas. Par contre, elle peut prendre ce jour-là 5000, 6000 de négatif, avec 6 kV à descendre, mais remonter en télécabine. Et justement, on vient travailler que là-dessus. Et là, par contre, pour essayer aussi de soulager et de récupérer rapidement le soir, au lieu de faire le petit footing et retrouver de la plio pour ne pas prendre de risque en fait, sur tout l'excentrique qu'elle a fait, on vient rechercher en concentrique, un petit peu en vélo. Donc en fait, on vient mêler justement en croisant complètement les entraînements, en ayant cherché à chaque fois à être le plus pointu possible, vraiment atelier par atelier. Et donc, comment on pourrait faire en musculation. Donc on peut venir vraiment le travailler comme ça. Et on va finir sur cette partie performance, avant d'aller sur la partie, tu l'as déjà abordé, traumatique, blessure. La technique, parce que justement certains coureurs ont peur de la descente, certains, parce que justement peut-être avec ce message de la descente c'est traumatisant, donc ils ne s'exposent pas à la descente. Et donc, ils vont avoir effectivement de la peur à la descente, peur de se faire mal, peur de tomber, de se tordre une cheville. Là, semble-t-il, ils ont intérêt à aller s'exposer à ça. Qu'est-ce que tu peux conseiller? Parce que moi, j'aime bien toujours comparer un coureur en descente à un skieur. Celui qui va être plutôt à cul,
ou plutôt au contraire appuyer sur les languettes et s'engager dans la descente? Bien sûr. J'aimerais bien avoir ton avis donc sur le travail technique de la descente. Comment tu conseillerais les coureurs à aller travailler la descente techniquement? C'est comme tu le dis, comme en ski en fait. En ski, quand tu es sur l'arrière des chaussures et tu as tendance à beaucoup moins maîtriser en fait, et tu te laisses emporter, tu te laisses prendre par la pente, et tu as plus de chances souvent de tomber que quand tu es vraiment à l'attaque en fait, justement à l'avant sur les languettes. Et c'est moi ce que je prends souvent l'exemple en fait en VTT avec les coureurs et leur dire, va dans une descente, tu as beaucoup plus de chances de prendre un arbre en étant crispé sur les freins, qu'un spécialiste de DH qui va être tellement souple, tellement fluide en fait, où ça va passer, ça va être magnifique à voir, et pourtant il va être plus vite que toi. Là, c'est la même chose. En fait, ce qu'on va chercher, c'est mettre de plus en plus de descentes. On va avoir deux types de descentes, et c'est là où je varie un petit peu mes consignes dessus. Il peut y avoir des descentes où on vient travailler que la résistance musculaire. Là-dessus, de la piste, des FCI, et on vient courir, et on vient justement travailler sur la résistance, vraiment résistance excentrique. Aucun souci sur le fait que ça soit technique. Et on a aussi des séances où on va chercher à chaque fois les parcours techniques. C'est mouillé, c'est génial. On va travailler encore plus là-dessus. Même au club, je leur ai fait travailler des fois des séances de descente de nuit l'hiver. Génial, il n'y a rien de pire. Et pourtant, je n'ai pas à me blesser. Pourquoi? Parce que justement, ça leur attire beaucoup plus l'attention. Ils sont beaucoup plus alertes. On se fait pas mal. En général, on vient se faire mal quand on est sur une piste, sur un trottoir, où on perd l'attention. Et on n'est plus du tout alerte à ça. Justement, on a un système proprioceptif qui est complètement endormi, et on vient se faire mal. Quand c'est vraiment très technique, je vais vraiment les faire travailler là-dessus pour pouvoir prendre de la technique justement en faisant un peu plus, c'est-à-dire en plus en se disant, voilà, plus c'est technique, plus il y a des cailloux, hop, je vais raccourcir ma foulée, je vais faire beaucoup plus en cadence et beaucoup moins en amplitude. Dès que je vais pouvoir justement allonger un petit peu, hop, je vais reprendre de l'amplitude, il n'y a plus de technicité, on va reprendre l'altitude. Et on varie justement. C'est une adaptation de la foulée en fonction justement de la technicité de la descente. Et au sein d'une même descente. Donc ça, c'est vraiment super important à prendre en compte. Et justement, ne pas hésiter à aller vite dans le technique, où on sera beaucoup plus alerte, et plus on va prendre de l'assurance dans le technique, plus ça ira vite, et moins il y aura de casse. Et le fait de s'exposer à la descente va créer des automatismes, et comme tu dis, ces automatismes vont permettre de concentrer notre système nerveux central à l'attention plutôt sur la trajectoire, sur des choses comme ça, et moins sur où je vais poser mon pied. Exactement. Ok, très intéressant. Alors, on va aller quand même là, parce qu'on aborde plusieurs fois la notion de traumatisant. On entend quand même ces messages, encore malheureusement, de la course à pied, et encore plus la course à pied en descente, c'est traumatisant. Alors moi, je joue un peu avec les mots, mais je pense qu'il faut être très juste, parce qu'on a une responsabilité, toi en tant qu'entraîneur et moi en tant que soignant, c'est donner le bon message auprès de nos coureurs. Parce qu'aujourd'hui, on sait quand même ce qu'il faut encourager le plus possible, c'est plutôt à bouger. Donc est-ce que pour toi, la course, et encore plus la course en descente, est traumatisante? C'est traumatisant quand on en fait une fois, quand on en fait jamais avant. Forcément, si on va passer 3 mois dans le canapé et qu'on se dit, aujourd'hui, je vais en montagne, je vais faire 3 heures et puis je m'envoie les descentes, oui, c'est traumatisant. Par contre, de travailler, justement, alors, je ne vais pas dire au quotidien, on ne va pas demander à tout le monde de s'entraîner tous les jours, mais très régulièrement, d'aller travailler justement dans le dénivelé, d'avoir justement ces alternances concentriques, excentriques, montée, descente, de s'amuser en descente, de trouver en fait ce côté du jeu en descente. Ça va devenir de moins en moins traumatisant, parce qu'on va habituer, que ce soit au niveau musculaire, tendineux, articulaire, on va s'habituer totalement, on va être, comme on disait, plus alerte, plus fluide en descente, donc on va préparer son corps, tout simplement, à pouvoir avancer en descente sans aucune crainte. Voilà. Donc, après, bien sûr, comme je disais, il faut être progressif dans la pratique et se dire, ah mais j'ai entendu ou j'ai vu sur Strava comme quoi lui il avait fait 7000 de négatif et il remonte en télécabine. Bon, du coup ça va, c'est facile. Si on remonte en télécabine, c'est pas dur, parce que c'est la montée qui est dure. Il va pas marcher d'un moment. Voilà. Donc c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est se dire, on va être progressif. On va déjà dans une rando pouvoir se dire, je monte, je descends, plus j'ai un sac. Ah oui, mais du coup, s'il y a un sac, s'il y a du surpoids en descente, on rajoute une contrainte excentrique.
Donc du coup, on commence comme ça. Ensuite, on va pouvoir se dire, bon maintenant quand je vais faire mes footings, je les fais en montée-descente et je ne suis pas sur le frein en descente. Je me laisse aller, je laisse passer un petit peu l'inertie. Je me relâche, pas mentalement, physiquement, parce que je ne relâche pas mon attention. Et au fur et à mesure, on va se dire, dans ma sortie longue, je vais m'amuser dans les descentes. Parce que je commence un peu à jouer, et quel que soit l'âge, on a tous un côté gamin, et à se dire, c'est sympa de jouer. Moi, avec mes athlètes, le but du jeu, c'est quand on est 2 ou 3, et ça nous est arrivé combien de fois, à se dire, le dernier en bas, il paye le resto. On met un jeu. Par contre, on ne se concentre plus sur le risque. On se concentre sur le jeu. Très intéressant. Et là, on est forcément plus relâché. Oui. Donc c'est cette progressivité qui permet justement d'enlever cette côté traumatisant. Alors moi, ça me parle beaucoup parce que mes patients, en permanence, effectivement, on parle de progressivité. Après, il faut qu'on soit très précis et qu'on individualise cette notion de progressivité. Donc derrière, il y a plein de notions de charge et de quantification de cette charge. Donc si j'entends bien ce que tu dis, c'est qu'en fait, on s'adapte à la contrainte. Il faut juste s'y exposer et y aller progressivement en fonction des capacités de chacun. Alors peut-être préciser un petit peu, là c'est ma casquette quand même physio, c'est que l'adaptation musculaire va se faire quand même plus rapidement. Et c'est là des fois le piège, c'est qu'effectivement la capacité à venir retenir, travailler sur cette contrainte excentrique, on va arriver à acquérir une capacité assez facilement, assez rapidement. Mais peut-être pas oublier quand même qu'on va solliciter, comme tu dis, à la descente au niveau mécanique, au niveau articulaire. C'est là où les données nous montrent qu'effectivement il y a plus de contraintes articulaires. Et là on va parler plus du tissu cartilagineux, entre autres. Et là, on sait que c'est un tissu à faible métabolisme, donc ça veut dire que sa capacité d'adaptation va être peut-être un peu plus longue, va être plus longue que le tissu musculaire. Donc peut-être prévenir ces coureurs qui veulent effectivement travailler la descente, de dire, encore une fois, prenez le temps, musculairement ça va s'adapter, mais prenez le temps aussi que votre cartilage s'adapte, parce que ça va prendre peut-être plus de temps. Est-ce que ça, c'est une notion aussi que tu fais attention de différencier ça, parce que ils vont y aller, les premières fois, il n'y aura pas forcément de douleur à part des courbatures, mais pensez aussi sur le long terme, de laisser le temps. Il faut être progressif. Après, comme je dis souvent aussi, ça c'est beaucoup d'individualisation aussi, parce que ça va dépendre beaucoup de la personne que l'on a en face, de son passif, de son expérience. Est-ce qu'il a eu un passif avec des traumatismes au niveau articulaire? Est-ce que c'est quelqu'un qui a fait déjà beaucoup de sport avant, qui a coupé un petit peu, et donc il va le retrouver plus vite, parce qu'il y a quand même une certaine mémoire. Donc il va falloir faire attention. Et des fois, on peut avoir... Là, j'ai un athlète, par exemple, qui physiologiquement est extrêmement bon. Il est double champion olympique de VTT, et il se met au trail. Mais il n'arrive pas à passer une descente. Voilà. Et sauf que l'objectif, c'est préparer la diagonale des fous. La diagonale des fous, il y a 10 000 de négatifs. Et pour moi, c'est plus important que les 10 000 de positifs. Parce qu'avec les cuisses qu'il a, avec la capacité concentrique et la capacité physiologique qu'il a, les 10 000 de positifs ne m'inquiètent absolument pas. Par contre, excentrique, ça va être différent. Mais on est obligé de conserver avec cet athlète-là, qui a un passif sportif énormissime, difficilement égalable, mais pourtant, au niveau justement de la contrainte mécanique et du coup de la contrainte justement dans le trail, il va être justement pénalisé. Donc il va falloir être progressif pour pouvoir se dire, le but c'est de passer en fait la diag au mois d'octobre. Donc là on est vraiment en plein travail justement d'adaptation pour lui, pour pouvoir justement progressivement aller vers ça. Donc c'est vachement important ça du coup de saisir qui on a en face. En fait, effectivement, il a des grosses capacités physiologiques. Il n'aura pas de problème pour durer et maintenir son effort. Mais là, on parle de la capacité tissulaire. Bien sûr. Le stress mécanique tissulaire n'est pas le même entre un sport de décharge, le vélo, et effectivement cette contrainte de la descente. Donc, tu conclus qu'il faut effectivement aller contraindre ce tissu, mais il va falloir y aller, même s'il a de grosses capacités, un passif vraiment intéressant, il va quand même devoir y aller progressivement, que ce soit au niveau tendineux, musculaire et cartilagineux, il va falloir y aller progressivement parce que le but du jeu c'est passer là-bas, mais il faut pouvoir y aller là-bas. Donc si on veut pouvoir y aller, il ne faut pas y arriver blessé. Alors justement, on intervient tous les deux sur le DU Trail Running à Grenoble, et moi j'aime bien préciser aussi, attention, l'entraînement croisé, très intéressant,
pour avoir une charge d'entraînement intéressante. Mais des fois, ça peut être un piège de trop croiser. Au bout du compte, tu ne t'exposes pas assez à la contrainte de charge liée à la course à pied. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? C'est vachement intéressant parce que le croisé, ça permet justement de se dire mais moi, j'arrive pas à courir tous les jours ou du coup, c'est trop traumatisant. Justement, on va venir continuer à travailler la physio, tout ça, par exemple en vélo ou en ski de fond, ski de rando, ski alpi. Mais on vient travailler aussi musculairement sur le concentrique. C'est vachement intéressant. Du coup, on vient travailler sur de l'endurance de force, qu'on va avoir besoin justement en trail. Mais on travaille exclusivement sur le concentrique. Donc, plus on va approcher des courses, plus la part de spécifique va augmenter. Et donc là, justement, si on avait une grosse part de croisée pendant une période générale, plus on va arriver vers l'objectif en fait en soi, on va devoir aller de plus en plus diminuer la phase générale et augmenter la période spécifique. Et dans ce cas-là, justement, sur cette phase spécifique, on est spécifique à quelque chose. On est spécifique à une course de trail. Donc, on doit augmenter la phase de contrainte mécanique spécifique au trail. Et ça, c'est vachement important. On peut s'adapter effectivement par d'autres procédés avec l'entraînement croisé, du renforcement, mais à un moment, il faut quand même... On est obligé d'y passer. Il faut courir. Voilà. Faut quand même courir. Okay. On ne peut pas forcément être et courir. champion de trail et faire que du vélo. Voilà, on a des compléments avec le vélo, avec l'entraînement croisé, avec le renforcement musculaire, la musculation. Mais à un moment donné, on est bien obligé de mettre les baskets aux pieds et d'aller sur le terrain. Mais après, c'est ça la particularité de la course à pied. Des fois, on généralise, mais on voit qu'en fait, tu as différents types de pratiques de course à pied, avec donc différents types de contraintes. Comme tu disais tout à l'heure, il faut personnaliser. C'est de la personnalisation, et c'est vrai que c'est ce qui est passionnant aussi, que ce soit pour un kiné, pour un prep physique, un entraîneur, c'est ce qui est passionnant aussi, c'est que tu n'es pas dans une routine, dans le sens où en fait, on n'a jamais la même personne en face. On a toujours justement des sujets différents. Oui, il faut s'adapter, nous aussi, en permanence à la personne que l'on a en face, athlète ou pratiquant occasionnel. Eh bien, écoute, pour conclure sur cet échange qui était vraiment passionnant, est-ce que tu peux nous donner un message là que tu voudrais donner sur l'essentiel par rapport à effectivement la pratique de la descente? Allez, tu as 1 minute pour nous dire, pour toi, la descente, comment tu l'intègres? Je vais me répéter, mais c'est surtout la clé, c'est la progressivité. C'est vraiment être progressif. Si on n'a pas l'habitude de courir beaucoup, déjà quand on commence en rando avec un sac, donc de pouvoir faire justement des descentes avec le sac et de pouvoir le reproduire tous les jours, c'est de ne pas s'arrêter parce qu'on a des courbatures, c'est de pouvoir le reproduire. Après justement de commencer avec des footings, les footings de ne pas les faire obligatoirement sur plat, de les faire aussi sur du vallonné, up and down à chaque fois, de pouvoir justement avoir un maximum d'alternance concentrique-excentrique, montée-descente, vachement important. Et ensuite, de ne pas hésiter, aller en montagne et d'aller chercher cette notion de jeu. En fait, plus vous allez jouer en descente, plus vous vous relâcherez, moins vous aurez de contraintes et pourtant, plus vous pourrez encaisser de descente et vous serez en plus performant en descente. Super, je te remercie. Là, tu me donnes envie d'aller jouer justement. On va peut-être y aller. Bon, merci beaucoup Adrien pour cet échange.